Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique. Et cette semaine, comme vous l'avez tout de suite remarqué, bien numéro exceptionnel puisque ce n'est pas l'excellent Jules Blaiseau qui présente l'émission, mais votre humble serviteur Nicolas Faure. Et pour m'accompagner, non pas Jean-Yves Le Gallou, mais Michel Geoffroy. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, si je suis revenu avec grand plaisir présenter Immédiat, c'est que malheureusement, Jules Blaiseau ne pouvait pas assurer la présentation cette semaine. On le salue, bien entendu, mais rassurez-vous, il sera de retour très rapidement, comme Jean-Yves Le Gallou, bien sûr. En attendant, Michel Geoffroy, c'est un plaisir de vous retrouver. Oui, mais plaisir partagé. Alors, cela étant, on s'est vu il n'y a pas très longtemps sur votre nouveau média Sunrise. C'est vrai, effectivement. À propos d'un sujet d'actualité. C'est vrai, effectivement, on a déjà parlé de la guerre en Ukraine, on va en reparler là ce soir. Mais effectivement, pour vous citer Sunrise, j'en profite pour faire un peu de réclame. Beaucoup de spectateurs d'Immédiat se demandaient ce que je devenais. Eh bien, j'ai lancé il y a quelques mois un petit média appelé Sunrise, qui propose une émission hebdomadaire en direct, Nouvelle Vague, ainsi que des vidéos d'analyse et d'actualité sur des sujets de fond, d'actualité, etc. Tous les liens pour me retrouver seront dans la description de cette vidéo. C'est une petite réclame, mais j'ai beaucoup de demandes à chaque fois, donc voilà. Alors cette émission, elle n'est pas exceptionnelle que par le changement d'équipe. On va faire équipe, Michel, on l'a déjà fait par le passé. Oui, on ne change pas les équipes qui gagnent. Exactement, c'est pas l'équipe B, loin de là presque. Mais cette émission, elle est aussi exceptionnelle par le sujet auquel elle sera intégralement consacrée. Évidemment, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et d'ailleurs, Michel Geoffroy, vous avez écrit un ouvrage, La Nouvelle Guerre des Mondes. Le lien sera dans la description de cette vidéo aussi sur cette question. Donc, pas sur cette question, mais où vous évoquiez les... Ah oui. J'évoquais la perspective de conflit. Oui. Voilà. Bon, là, on y est, on n'est plus dans la perspective. Donc voilà, c'est parti. Au sommaire de cette émission spéciale Guerre en Ukraine, nous reviendrons d'abord sur un triste classique des conflits, les bobards de guerre. Puis nous analyserons l'hystérie générale contre la Russie. Du journal Le Monde jusqu'à Bruno Le Maire, il y a beaucoup à dire. Nous reviendrons ensuite sur un autre classique des conflits, la censure, en nous intéressant particulièrement à celle de la chaîne RT France. Et enfin, nous nous intéresserons à l'impact de cette crise sur la présidentielle française. Il y a beaucoup à dire. Immédiat numéro 385, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, elle date un petit peu, mais en fait, elle est revenue d'actualité. C'est un extrait de l'émission L'heure des pros avec Pascal Praud. Et Michel Geoffroy, on va la regarder et je vous laisserai la commenter ensuite. L'interview du jour, c'est quand même M. Delfraissy, qui a dit exactement le contraire de tout ce qu'il a dit depuis 2 ans. D'accord. Ça, c'est absolument magnifique. On est au début d'une nouvelle ère, a-t-il dit. Nous sommes en train d'en finir avec Omicron. Pourquoi pas ? Mais vivre avec le virus, c'est peut-être aussi sortir de cette notion d'obligation. Je jure, je l'ai dit ce matin, je vais reprendre l'expression, je me tenais les côtes en lisant cela ce matin dans le Parisien, qui a été jusque-là nécessaire. Et arriver à ce que les citoyens gèrent eux-mêmes leur vie en fonction du niveau de l'épidémie. Ça fait juste 2 ans que on le lit. Ce sera aux citoyens de choisir. Mais c'est la chienlit. Ce sera aux citoyens de choisir. Non, ça... On ne peut pas demander la même chose à un jeune de 18 ans ou à quelqu'un d'âgé. Il se fiche de nous. Il se fiche de nous. Oui, alors c'est une image très intéressante. Les médias n'en ont pas trop commenté, mais c'est quand même une révolution. On entend le président du conseil scientifique expliquer que pour vivre avec le virus, c'est pas nécessaire d'être dans une logique d'obligation, et puis il faut laisser les gens libres. C'est-à-dire, comme le relève Pascal Praud, c'est tout le contraire de ce qu'ils ont dit depuis 1 an et demi, mais c'est pas un problème. On change de paradigme. D'ailleurs, on ne parle plus du Covid aujourd'hui. Il y a autre chose qui succède au Covid. On rentre dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère, comme a dit le professeur Delfraissy. Et donc, nous rentrons dans l'ère de la peur à nouveau, mais cette fois-ci, c'est la peur de la guerre. Donc, on a abandonné la peur du Covid pour rentrer dans la peur de la guerre. Et d'ailleurs, on a les médias qui se font le relais de ce sondage ELAB, invasion de l'Ukraine par la Russie, les Français sous le choc. Oui, alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sondage, parce que quand vous regardez les questions posées, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des questions fermées,
puisqu'on pose 4 questions aux gens qui ont été interrogés, qui sont des internautes, en fait, que c'est un sondage par Internet. Alors, c'est la première question. Est-ce que vous êtes assez choqué ? Est-ce que vous êtes très choqué ? Est-ce que vous n'êtes pas du tout choqué ? Et est-ce que vous n'êtes pas vraiment choqué ? Donc, à l'évidence, le but, c'est de dire qu'on est choqué, si vous voulez. Oui, oui. Comme si le choc était la seule réaction qu'on pouvait avoir face aux événements. Donc, on voit bien cette polarisation qui annonce ce dont on va parler dans l'émission, c'est-à-dire l'hystérie médiatique autour de la peur de la guerre. Et ça rappelle d'ailleurs l'ouvrage de Naomi Klein, je crois, La stratégie du choc. Oui, voilà. Un peu. On est un petit peu dedans. Oui, ça, on est en plein dedans. Oui, on va être en plein dedans, on va le voir dans cette émission. On va commencer par notre premier sujet, on va s'intéresser aux bobards de guerre. Il n'y a pas de guerre classique sans guerre médiatique, et Michel Geoffroy, les Russes l'ont bien compris, les Ukrainiens aussi d'ailleurs, mais les Russes, ils ont frappé la tour de télévision de Kiev. C'était pas une cible choisie au hasard. Oui, ça s'est passé aussi lors de la guerre du Kosovo, mais ça c'était l'autre sens, c'était l'OTAN qui... C'était le bon camp qui l'avait fait. Attaquait les systèmes de diffusion, mais c'est effectivement un exemple que la guerre est aussi médiatique, et il ne faut pas oublier maintenant aussi sur les réseaux sociaux et sur Internet. Oui, c'est vrai, la tour de télévision, ce n'est pas le seul canal de désinformation dans cette guerre, on va le voir tout de suite. Donc, on va commencer d'ailleurs, Michel, par quand même l'un des plus gros bobards à date. Alors, il y en a tous les jours, mais on va sélectionner les plus énormes. Celui-ci, c'est celui sur la fameuse île des Serpents, avec l'armée ukrainienne qui a déclaré, qui a fait circuler, des médias ukrainiens qui ont fait circuler ce qui semblait être un acte de courage un peu fou de soldats sur une petite île. Ils étaient 13 soldats et qui auraient refusé de se rendre face aux troupes russes. Donc on le voit avec, par exemple... Ouest France, qu'est-ce que l'île aux Serpents, ce territoire ukrainien pris par la Russie en mer Noire, où il parle de 13 gardes-frontières ukrainiens qui s'y trouvaient et qui sont morts. Le Monde, 13 soldats ukrainiens pulvérisés par les bombes, et on va regarder une vidéo, même au JT de France 2, le 20h, on en parle, regardez ça. Autre prise symbolique, celle de l'île des Serpents, ce rocher au large de l'Ukraine tenu par 13 soldats. Hier, ce navire russe leur ordonne de partir. Je vous suggère de déposer les armes et de capituler. Sinon, nous allons ouvrir le feu. Réponse des militaires ukrainiens. Aux navires de guerre russes, allez vous faire foutre. Un dernier acte de courage avant de mourir sous les bombardements. Bon, alors pas de chance. C'est une opération médiatique, à l'évidence, dont la fonction, à mon sens, était d'essayer de montrer la résistance de l'armée ukrainienne au moment même où la Russie communiquait sur le fait que les gardes-frontières ukrainiens s'étaient rendus sans combattre. Donc il y a eu manifestement une volonté de faire un contre-feu sur le thème « ils résistent et ils meurent pour résister ». Avec peut-être un petit clin d'œil à ce qui s'est passé lors de la bataille des Ardennes. Je rappelle le fameux Notz du général McAuliffe, américain, qui refuse de se rendre aux Allemands et qui leur répond « des noix, allez vous faire voir », etc. Ouais. Donc il y avait à l'évidence une certaine copie. Pas de chance. La Russie a mis en ligne des images qui montrent qu'ils sont prisonniers. Exactement. Et la marine ukrainienne a été obligée d'admettre qu'ils sont vivants, en bonne santé. Et ils sont prisonniers, mais ils sont vivants et en bonne santé. Ah ouais. Donc, voilà. Pas de chance. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit l'article de Ouest France à l'époque, il disait la bataille de l'île aux Serpents, donc ils en font une bataille quasiment. Un enjeu stratégique fondamental. Ressemble fort à celle qui se raconte dans les livres d'histoire, celle qui se transforme en film. Bah oui. Donc, alors, ce qui est amusant, c'est l'authentification. Ce document sonore a été publié par le média ukrainien, dont il donne le nom. Son authenticité a notamment été confirmée par le quotidien américain Washington Post. C'est une référence. Et là, on a un beau bobard. C'est une référence. Non, mais c'est génial. Et ils finissent en disant « Signe des temps, la bataille de l'île aux Serpents fait déjà l'objet d'un article sur Wikipédia. » Ah, bravo. On voit bien que c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Non, mais c'est marrant. Donc, ça rappellera le numéro précédent, présenté par Jules Blaiseau et Jean-Yves Le Gallou sur Wikipédia, où on voit qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on y lit. Donc ça, c'était le premier bobard, les faux morts de l'île des Serpents.
Un autre bobard, alors il y en avait plein, mais on en a sélectionné quelques-uns. Il faut s'intéresser à ce journaliste Albert Spano, qui est journaliste à la matinale de RFM et qui sur Twitter, eh bien Michel, s'est fendu d'un tweet un petit peu larmoyant aux connaisseurs qui savent tout sur tout, qui sont allés partout sans être allés nulle part, à ceux qui tentent de survivre sous le joug dictatorial du ghetto de la Macronie parce qu'ils n'ont pas pu manger au restaurant. Sous-entendu, tous les mecs qui se plaignent pour quelque chose duquel ils ne devraient pas se plaindre, bon bref, notamment le pass vaccinal. J'offre cette première image du jour avec la photo d'une fillette en pleurs en Ukraine, hashtag guerre Ukraine. Sauf que c'était pas exactement ça, c'était pas exactement une véritable image. Oui, alors le problème, à mon avis, des médias aujourd'hui, enfin à l'époque, en tout cas sur la semaine écoulée, c'est qu'ils sont pas sur place et donc ils n'ont pas d'image. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils piochent dans les banques d'images pour essayer de présenter des choses. Et là, c'est le cas, puisque en fait, la petite fille en pleurs. Malheureusement, elle est effectivement en pleurs, mais c'est dans le cadre d'un film qui est consacré à une bataille de la Seconde Guerre mondiale. Bon, donc voilà. Ah, mais c'est une manipulation énorme. Voilà, c'est une manipulation. On prend une image qu'on sort de son contexte et qu'on présente à chaque fois comme la preuve de la guerre. Ouais, et pour diaboliser ceux qui ne s'émeuvraient pas, de ce qui se passe en Ukraine. Oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est l'utilisation du sentiment. Le problème, c'est que la passion et le sentiment ne sont pas forcément bons conseillers dans le cadre d'un conflit. Oui, redisons-le ici, évidemment, ce qui se passe dans une guerre est évidemment dramatique et on peut avoir, à titre personnel, des sentiments éplorés face à ce qui se passe, mais quand on analyse géostratégiquement une situation, on doit essayer de se départir au maximum de ces sentiments-là. Ce que les journalistes français ont un peu de mal à faire. Mais il n'y a pas que les Français. Alors ça, c'est pas un bobard, mais quand même, je voulais en parler avec vous, Michel. On voit cette photo qui a été reprise par énormément de médias européens. Une femme qui, a priori, a été véritablement touchée par des dommages collatéraux d'une frappe russe, a priori. Voilà. Et donc l'image est quand même frappante, puisqu'on la voit ensanglantée avec un bandage. Bon. Mais surtout, on la retrouve sur énormément de unes européennes. C'est le phénomène qu'on a déjà évoqué chez Immédiat, c'est que les médias se copient les uns les autres. Alors là, il y a la femme ensanglantée, avant on a vu la petite fille, donc ça c'est un aspect fondamental de la communication. Les femmes et les enfants, d'abord, si je puis dire, ce sont les cibles médiatiques qui sont destinées effectivement à susciter de l'empathie pour les victimes. Alors, les victimes de la guerre, parce que rappelez-vous, les victimes de 8 ans de guerre dans le Donbass n'ont pas bénéficié de la même empathie médiatique, manifestement. On va en parler, effectivement, mais en fait, c'est le choix des médias, et avec son sang, ses mains, avec Vladimir Poutine, cité nommément. Enfin, en fait, c'est vraiment, on voit qu'il y a une unanimité, mais pas seulement dans les médias français. Souvent, les médias, on se dit tous les médias français, là, mais aussi en Europe. C'était ça, pour ça que je trouvais intéressant. C'est pas un bobard à proprement parler, mais c'est un unanimisme médiatique qui d'ailleurs a été repris quand même en France dans le JT de France 2, etc. Le fameux JT de France 2 qui est pas mal sur cette question de l'Ukraine. Alors là, par contre, on est dans un autre bobard qui a été notamment massivement relayé sur Twitter et qui a été notamment relayé par une journaliste israélienne, Émilie Schrader, qui poste donc des photos du président ukrainien Zelensky en tenue de combat avec le casque, etc. Et qui dit, lui, il est au front, c'est un vrai président, sauf que l'histoire n'est pas aussi simple. Oui, alors là, c'est un autre exemple qui ressemble un peu à la logique de la petite fille qu'on a vue, c'est-à-dire on reprend... les images qui sont présentées ne sont pas des images contemporaines, mais des images antérieures. Ouais, d'un exercice de 2021, pardon. Bon, d'accord, mais c'est pas 2022. Ouais. Et d'autre part, le but évident de cette présentation, c'est de montrer que c'est un homme qui résiste, c'est-à-dire qu'on présente ces images au moment même où il y a des négociations entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est destiné à montrer que Zelensky, c'est un chef de guerre exceptionnel, comme l'écrit le Figaro du 1er mars, un chef de guerre, donc voilà, on positive l'image de
de l'intéresser. Ce qui peut tout à fait s'entendre par ailleurs. Hein. Mais c'est possible. Mais ça serait bien d'avoir des images un peu plus justes, plus contemporaines. En fait, mais c'est l'illustration de ce que je disais. Il n'y a pas beaucoup de journalistes occidentaux sur place. Non, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais c'est vrai que c'est toujours magnifier les choses. Alors qu'il suffirait... D'ailleurs, il a eu des attitudes que, personnellement, je trouve assez courageuses quand même, quoi qu'on pense par ailleurs du type qui peut être à des origines peut-être un peu troubles au niveau de son accession au pouvoir. Mais il n'y a pas besoin tant de magnifier, mais ils en font quand même des tonnes, les journalistes. C'est quand même incroyable. Vraiment, ça, c'est... c'est le... Bon, j'ai arrêté Immédiat depuis un petit moment, mais j'oublie pas mes réflexes. Je sais qu'ils en font des tonnes toujours. Autre bobard, alors c'est un semi-bobard, on est sur Donald Trump, parce que les journalistes français n'oublient pas, évidemment, Michel, de diaboliser Donald Trump. Bah oui. Ça, c'est quand même la logique jusqu'au bout. Et donc, on a ce titre de France Info, Donald Trump loue l'intelligence de Vladimir Poutine, avec cette phrase... l'ex-président américain Donald Trump fait l'éloge du président russe Vladimir Poutine. La phrase se poursuit telle qu'elle. L'OTAN a l'air tout sauf intelligent en frappant la Russie de sanctions au lieu de se décider à la réduire en miettes, au moins psychologiquement, a-t-il lancé. Oui, c'est ça. Donc il soutient le président Poutine, mais il promet de réduire en miettes la Russie. Ça c'est l'AFP aussi. C'est une nouvelle AFP derrière. Oui, c'est vrai, France Info avec AFP. Voilà, c'est super. Voilà. Donc là, oui, c'est une diabolisation parce que, rappelez-vous, Trump vient de mettre en place son réseau social, donc c'est devenu aussi une cible qu'il faut essayer de déconsidérer. C'était déjà une cible qu'il fallait déconsidérer avant ça. Oui, bien sûr. Non, mais c'est génial parce que Donald Trump fait l'éloge de Poutine et promet de réduire et dit qu'il faudrait réduire en miettes la Russie, au moins psychologiquement. Oui. Donc c'est le titrage, là encore, il pourrait titrer Donald Trump voudrait réduire la Russie en miettes. Mais non, il fait l'éloge de Vladimir Poutine, c'est génial, c'est France Info, c'est l'AFP, ce sont vos impôts. Alors, Michel, un autre bobard par la photo, par l'image, on a beaucoup, on l'a dit, qui est là aussi un bobard par illustration. On est sur le HuffPost, alors en Italie, qui parle des mères ukrainiennes qui soutiennent donc l'effort de guerre avec une photo de femmes qui pleurent. Sauf que cette photo, elle a été prise en Ukraine, mais pas exactement dans le contexte actuel. Oui. Alors là, c'est un processus de renversement photographique, on pourrait dire, puisque la photo, c'est en fait des femmes qui sont dans le Donbass et qui, encore une fois, qui supportent 8 ans de guerre depuis 2014 et qui sont donc présentées aujourd'hui comme des Ukrainiennes qui sont victimes de l'agression russe et qui pleurent, qui honorent les victimes de l'agression russe. Donc, si vous voulez, c'est un renversement classique. Assez drôle, c'est une sorte d'inversion accusatoire. Non, mais c'est fou, parce que, à la limite, on peut comprendre que les médias aient du mal à trouver des illustrations, parce qu'effectivement, les journalistes assez courageux pour aller sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup au HuffPost et dans beaucoup de médias, ça, ok. Oui, puis il faut rappeler que l'Ukraine avait interdit aux journalistes d'aller dans le Donbass, sauf à passer par le gouvernement ukrainien. Donc il y avait une volonté... de contrôler, mais c'est la guerre de l'image partout, c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas que la Russie, il y a l'Ukraine aussi. Il y a du mal à avoir des images. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils auraient pu prendre du coup une illustration de femmes en pleurs totalement étrangère à tout ça. Ils auraient pu prendre, je sais pas, dans une banque d'images classiques. Mais là, non, ils poussent la perversité jusqu'à aller prendre des femmes en pleurs qui pleurent leurs soldats du Donbass qui sont tombés sous les tirs ukrainiens. Enfin, c'est extraordinaire. Oui. Il y a un peu de perversité quand même. Ou les civils. Il n'y a pas que les militaires qui ont été victimes dans le Donbass. Enfin, franchement, je trouve ça très pervers. Voilà, honnêtement. Bon, après, c'est peut-être pas fait exprès, j'en sais rien, mais le résultat est quand même moyen. Alors, on parlait de la situation au Donbass. Michel, c'est quand même... Alors moi, je me suis sur mon compte Twitter, pour préparer Immédiat, j'ai demandé à beaucoup de gens quel était pour eux le plus gros bobard médiatique sur la crise en Ukraine, et j'ai eu beaucoup de réponses sur le fait que la situation au Donbass avait été occultée ou largement minimisée par les médias français, et que sans cette donnée-là, on avait du mal à comprendre ce qui se passait aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est vraiment une manipulation médiatique française ou pas? Je pense que ça dépasse très largement les médias français. Ouais. Je crois je rappelle que la France et l'Allemagne étaient signataires des accords de paix dans cette région. Il ne s'est rien passé véritablement depuis 2014. Et donc on a laissé
on a laissé ne pas appliquer ces accords et on a fait quand même une grande omerta sur les violences, sur les bombardements très importants et des bombardements de civils accessoirement. Hein. C'est pas uniquement des forces armées qui s'opposaient. Oui, des forces paramilitaires aussi. Oui, c'est aussi des civils. Hein. Ouais. Mais nous savons depuis longtemps qu'il y a de bonnes et de mauvaises victimes. Hein. Ouais. Regardez le Yémen aussi, c'est pareil, on est assez discret sur le Yémen. C'est fou alors qu'il y a des bombardements tous les jours aussi. Oui, donc il n'y a pas que l'Ukraine. Hein. Non, mais c'est assez incroyable, cette occultation, et c'est vrai que... Alors, il y a aussi... Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est un peu pervers des médias ? Ou alors c'est par simple incompétence ? À mon avis, ça doit être un bon mélange des deux, honnêtement, parce qu'il ne faut pas trop les surestimer non plus. C'est la poule et l'œuf. Hein. Ouais, c'est bon. Bon, en tout cas, voilà pour quelques bobards de guerre qu'on a pu relever. Il y en avait évidemment bien d'autres. Hein. On a sélectionné quelques-uns parmi tous ceux qui étaient à disposition. On va avancer sur cette question de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et on va parler de l'hystérie générale contre la Russie en France et en Europe. Dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, on assiste à un emballement médiatique, une hystérie générale médiatique, notamment dirigée contre la Russie. Hein. Alors les médias français auraient pu faire comme l'Observatoire du journalisme, qui publie un article « Conflit russo-ukrainien, pourquoi nous attendrons pour en parler ?» en parlant justement du fait qu'on n'a pas d'informations fiables sur le terrain et qu'il vaut mieux attendre un petit peu avant de se prononcer. Évidemment, Michel, c'est pas le cas de tous les médias qui n'ont pas attendu. L'histoire était trop belle. On a Le Figaro qui nous dit, par exemple, « Nous sommes en guerre ». Oui, parce que la crise, c'est bon pour l'audience, Coco. Hein. Et donc, c'est bon pour l'audience, c'est bon pour les recettes publicitaires, je rappelle, entre autres. Ouais. Donc, les médias sont toujours à la recherche d'un discours agressif et violent, qui permet de capter l'attention. Exactement. Et alors on voit un peu une hystérie générale quand même, qui dépasse le simple cadre médiatique, mais on va en parler pour dresser un petit peu le tableau de ce qui se passe. La Russie exclue de la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar. Voilà qui va inquiéter la Russie, sans doute. Non, mais pour le coup, c'est quand même incroyable. Hein, voilà. Alors encore plus fou, je trouve, les concerts et représentations d'artistes russes annulés à Paris et un peu partout dans le monde. Là, c'est assez extraordinaire. Le Monde, qui d'ailleurs nous publie un article sur cette question en écrivant « Faut-il continuer à diffuser les artistes russes, jouer leur musique ou exposer leurs œuvres au nom de l'universalité de la culture ou boycotter toute collaboration à l'heure où Vladimir Poutine envahit l'Ukraine ?» Que Le Monde se pose la question, Michel, c'est quand même incroyable. Oui, alors les médias ne se posent aucune question, c'est-à-dire que ils reprennent mot à mot, faut bien le dire quand même, l'hystérie des gouvernements occidentaux, n'est-ce pas, qui nous expliquaient qu'ils étaient pour la négociation, mais qui chaque jour annoncent des nouvelles mesures qui ne peuvent pas ne pas paraître agressives. Hein, donc les médias, évidemment, sont le reflet de ça. Ils ne se posent aucune question. Par exemple, ils ne se disent pas, mais est-ce que c'est vraiment notre guerre à nous, hein ? On est en guerre, là, ça y est, nous sommes tous concernés. Bon, on peut se poser la question. Ils ne se posent pas la question de savoir si la diplomatie passe pas forcément par des insultes permanentes, des boycotts généralisés. Il faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Écoutez, il y en a un qui s'est pas posé la question. Hein, c'est notre ami Bruno Le Maire, qui s'est fendu d'une déclaration hallucinante sur France Info. On l'écoute tout de suite. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. À la Russie ou à Vladimir Poutine ? À la Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs. Nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Medvedev a répondu. Oui. Il lui a dit, méfiez-vous quand même, vous savez, l'expérience prouve que les guerres économiques peuvent dégénérer en guerre tout court. Hein. Ouais. Bon. Là, on est dans une posture
Les médias écoutent ça, ils reflètent tout ça. Non, parce que là, ils posent la question, c'est Poutine ou la Russie? Ah, mais c'est tout le monde. Bon, très bien. Non, mais qu'on soit d'accord, parce que la déclaration de Bruno Le Maire, elle est hallucinante. Vraiment, elle est hallucinante. Donc, effectivement, normalement, les journalistes, ils devraient le reprendre. Ils devraient dire, attendez, on est en guerre, ça y est, ça veut dire qu'on est en guerre contre la Russie? On ne sait plus très bien si Bruno Le Maire, là, il est le ministre de l'économie français ou le ministre de l'Europe, parce qu'il parle de l'Europe. Ouais. On nous parle constamment de l'Europe, mais où est la France là-dedans? La France n'a pas de position autonome. Non, elle est... si vous voulez, là, on a un exemple étonnant de montée aux extrêmes verbales. Alors c'est normal, parce que les Occidentaux sont habitués à parler. C'est une civilisation de la parole, si je puis dire. On communique. Ils ne se rendent pas compte que les interlocuteurs, eux en face, c'est plutôt une civilisation de l'action. Alors, les Occidentaux, je ne sais pas, mais en tout cas, le gouvernement Macron, c'est beaucoup de paroles, c'est certain. Oui, mais les Européens aussi, les autres gouvernements aussi. Européens. Là, quand il parle de guerre économique totale ou que le peuple russe en paiera le prix, il est complètement... Vraiment, il est taré de... Il faut lui rappeler que l'économie allemande dépend à 55% du gaz russe. Bref. En fait, c'est fou parce qu'on a l'impression qu'ils ne mesurent pas les conséquences de leurs propos. Voilà, c'est quand même incroyable. Bon, d'ailleurs, effectivement, il a rétropédalé ensuite après l'avertissement de Medvedev. Voilà, il a jugé inapproprié son propos. Bon, quand même, voilà. Alors, en tout cas, cette déclaration va en guerre. Ça rappelle quand même un vieux souvenir à tous ceux qui suivent les conflits mondiaux. C'est cette une du Time, qui a été d'ailleurs retrouvée par Jean-Yves Le Gallou sur Twitter. On est en septembre 95 avec cette une, avec une explosion en fond. Mettre les Serbes à genoux, le gros titre, et le sous-titre. Alors, c'est extraordinaire. Une attaque par bombardement massif qui ouvre la voie à la paix. Oui. Ah oui, mais ça, c'est un grand principe occidental. On fait la guerre pour faire la paix. La Serbie, c'était intéressant. C'était 78 jours de bombardement, avec parfois 800 sorties aériennes par jour. C'est énorme. Avec en plus une invasion terrestre, près de 50 000 soldats. Enfin bon, je veux dire, c'était ça. Mais ça ouvrait la voie à la paix, les bombardements massifs. Là, c'était en plus une bonne sécession, le Kosovo. Rappelez-vous, c'était une très bonne sécession. On regarde l'oligarchie, on se comprend. Non, mais c'est vrai que c'est quand même incroyable de voir ces discours va-t-en-guerre qui nous rappellent cela, en fait, en espérant que ça n'aille pas jusque-là. Moi, il y a une chose, je vais faire une citation plus ancienne. Okay. Je vais citer Jean Jaurès. Jean Jaurès qui, en 1903, à l'époque où il y a des tensions avec la France et l'Allemagne, qui, lors d'une remise des prix au lycée d'Albi, évidemment, écrit « Le courage, c'est de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. » Moi, il me semble que les médias devraient réfléchir un peu à ça. Arrêtons de souffler sur les braises en permanence, ce qui peut nous conduire à une situation catastrophique. Déjà, la guerre est déjà catastrophique. Déjà de base, on le rappelle, c'est déjà en elle-même catastrophique, mais les implications à l'âge... en 1903, l'avion commençait à peine à fonctionner, l'avion militaire. Aujourd'hui, on en est à l'époque des missiles intercontinentaux hypersoniques qui volent à Mach 10. Donc je veux dire, attention quand même. Non, les médias, pas de problème. Les médias, les gouvernements, c'est assez incroyable. Il y a une hystérie générale, on l'a vu. Alors on va passer à un autre point des réactions médiatiques à cette crise. On va parler de la censure. Autre grand classique des conflits guerriers, c'est la censure de guerre, on va dire. Et Michel, on va commencer avec un énorme morceau qui honnêtement m'a laissé pantois. C'est cette censure totale de RT en France déjà, en Europe. Oui. Ce qui n'est pas encore total. On peut encore accéder. Mais par contre, il y a via les GAFA. Il y a une censure qui est en train de se mettre en place. Exactement. Qui devait se mettre en place à partir d'aujourd'hui. Ça y est, c'est le cas. Le cas. D'ailleurs, RT, les informations changent d'un moment à l'autre, mais on est sur une fin, tout simplement, de RT en France. Donc on a les GAFA, effectivement. Alors on a TikTok, YouTube, Facebook, Microsoft qui ont suspendu les comptes des médias RT sur les différents réseaux sociaux en Europe. Oui. Avec ce journaliste du Point, Olivier Hubertali, qui parle de cette bannissement de Russia Today en disant
l'interdire sans base juridique pourrait s'apparenter à de la censure. Ah oui, ça pourrait, oui. Ouais, Ça c'est- pourrait. Non, mais c'est marrant parce qu'on est pourrait, on a du conditionnel. Ça s'appelle de la litote. Ça s'appelle de la litote. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, ce qui est amusant, c'est que sur cette censure-là, France Info a mené une enquête. Alors, une enquête courageuse, vraiment virile. Ils sont allés s'installer sur leur canapé pour regarder RT pendant une journée. Et ce qui est amusant, ils se sont posé la question, le média RT France fait-il vraiment de la désinformation ? Et ben voilà quelques conclusions. Ce n'était pas l'outil de propagande aux ficelles grossières que l'on pouvait imaginer. Des sources ukrainiennes et européennes sont citées à l'antenne, les termes de guerre, d'invasion russe et le bilan des victimes civiles sont donnés. Bon, alors ça, déjà, ils s'attendaient à ce que ça soit Télé-Poutine, quoi. Donc, ils n'ont jamais regardé RT France avant. Alors, certes, cette chaîne n'est pas tout à fait comme les autres, sur des détails, comme ils le disent. L'armée russe est plus souvent citée dans le bandeau que l'armée ukrainienne. Bon, alors que dans les... Bon, pourquoi pas. Nous, nos médias, ils mettent un drapeau ukrainien en permanence maintenant. Effectivement, c'est ça les doubles points de vue. Et c'est clair que les médias français citent plus d'ailleurs l'armée ukrainienne que... Voilà, bon. Mais à leur décharge, l'armée russe communique moins aussi. Voilà. Oui. Et pareil, un autre détail, une phrase, une vingtaine d'obus tirés du côté ukrainien ont atterri sur ce quartier résidentiel de Donetsk. Voilà la phrase ciblée par France Info, qui dit « Sauf que voilà, évidemment, les obus ne sont pas signés. Il est très difficile de savoir d'où ils proviennent, d'autant que les Russes et Ukrainiens se renvoient à la responsabilité. » Donc c'est les détails qui en feraient, soi-disant, une chaîne de désinformation. C'est quand même un peu léger. Hein. À noter aussi les éditorialistes et les invités, qui sont considérés comme trop unanimistes. Ah bah oui. Donc je ne sais pas si ça vous... Oui, c'est comme le service public français, quoi, donc, si je comprends bien. Hein. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ça rappelle un peu CNews, où les gens de gauche disent « Oui, mais CNews donne trop la parole aux invités de droite. Oui. Sauf que quand CNews invite les invités de gauche, ils refusent en disant « Vous êtes Bolloré, etc. » Donc du coup, il faut savoir, les gars, soit vous venez, et dans ce cas-là, on équilibre, soit vous pouvez plus vous plaindre qu'il y ait trop d'invités, soi-disant, de droite. Alors, toujours sur cette censure, un ancien membre du comité d'éthique de RT France, Jean-Luc S. Oui, qui ancien PDG de Radio France, s'il vous plaît, qui, selon le titre de France Info, déclare « J'approuve les mesures prises par la Commission européenne », sous-entendu la censure de RT. Il a été membre du conseil d'éthique de RT, hein, et il est interrogé par France Info, donc on s'attend à ce qu'ils disent qu'il a vu des graves problèmes quand il était observateur. Et il déclare « Au démarrage de la chaîne, la présidente avait tellement peur qu'elle était hyper précautionneuse. Donc, dans un premier temps, tout s'est bien passé. » Alors, il y a un moment où ça s'est mal passé. A priori, il cite un exemple, un seul. Une mise en demeure du CSA en 2018 à propos du traitement de la guerre en Syrie. Mais il précise immédiatement « La chaîne l'a prise en compte. Pendant 3 ans, j'ai eu affaire à très peu de difficultés du fait de cette observation permanente. » Alors, on se pose une question, mais pourquoi Jean-Luc S., du coup, approuve la censure? Peut-être que la réponse est dans cette phrase, cette autre citation de cet article. « Je suis parti de RT car cette ligne éditoriale n'était pas la mienne. Je n'ai pas de sympathie outrancière pour les gilets jaunes et les manifestations. » Voilà. Alors, moi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, je ne sais pas, en se fondant sur quel texte la Commission européenne est compétente pour réguler les médias. Enfin, on n'en est plus là aujourd'hui, puisque même la présidente de la Commission européenne dit « Je suis pour l'adhésion de l'Ukraine ». Je rappelle que la Commission européenne n'a pas le dernier mot dans ce domaine. Non, mais ils sont tous fous. Ils sont tous devenus fous. Donc là, nous sommes effectivement dans le domaine de la folie collective. Alors, il faut effectivement se poser la question. Il faut aussi rappeler que RT et Sputnik, parce qu'il y a quand même Sputnik, il ne faut pas l'oublier. Très juste, très juste. C'est quand même pas des médias qui se comparent aux médias mainstream, c'est-à-dire que leur audience est quand même assez restreinte. C'est vrai. Donc on s'acharne sur ces médias. Pourquoi Pourquoi ? Moi je pense que c'est comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre. Le train RT Sputnik cache autre chose de beaucoup plus grave, à mon sens. D'abord, premièrement, on veut censurer un média, c'est quand même pas formidable, dans une Europe qui se prétend l'Europe de la liberté et des droits de l'homme. Bref, mais c'est bien connu, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et deuxièmement, derrière ça, il y a la volonté progressivement de diaboliser tous ceux qui n'adhéraient pas au dogme atlantiste, au dogme OTAN,
au dogme fédéraliste européen, qui vont progressivement être considérés comme, finalement, vous êtes contre l'OTAN, mais donc ça veut dire que vous êtes un soutien de Poutine. Exactement. Hein, mais vous ne croyez pas si manière, on le voit immédiatement, un article du Point. Qui sont les pro-Poutine en Europe, avec une photo d'illustration, Nicolas Bay, bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr, voilà. Hein. Alors, n'oublions pas, en fait, en France, qu'il y a des comptes à régler avec RT et Sputnik. Pourquoi ? Comme l'a très bien dit M. S., ce sont des médias qui ont, en particulier, couvert d'une manière assez exhaustive le mouvement des Gilets jaunes, Exactement. le mouvement anti-pass. Si on voulait savoir ce que disait Florian Philippot, fallait plutôt aller sur ces médias plutôt que sur les médias TV officiels. Liberté aussi, bien entendu. Oui, et sur TV Liberté, d'accord. Mais pour l'instant, TV Liberté n'est pas vous encore voyez dans la comme charrette. je fais la publicité de TV Liberté encore. Donc, il y a aussi un règlement de compte. La volonté de créer un monopole de l'information, c'est ça qui est derrière. Hein. Et en plus, ce qui est très dangereux dans ce qu'a dit Mme van der Leyen, c'est mais ces médias nuisent à l'unité de l'Europe. Donc ça veut dire que si vous avez un point de vue un petit peu dissident, on va vous dire vous nuisez à l'unité de l'Europe. Vous êtes un mauvais Européen. Ouais. Et donc il faut vous censurer. Donc c'est très grave cette affaire. C'est très grave. Hein. Et ça ne vise pas uniquement les médias russes. Alors, quand même, un peu d'espoir. La plateforme de vidéo Odyssée a apporté son soutien. Elle a dit qu'elle ne supprimerait pas... Le syndicat des journalistes a quand même dit c'est qu'un peu inquiétant. Un peu inquiétant. Très bien. Bon, donc il y a quand même des gens qui... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des alternatives quand même au GAFA, heureusement qu'il existe. Odyssée, d'ailleurs, la chaîne du Média Sunrise, que j'ai à plus de 1000 abonnés sur Odyssée, donc comme quoi, il y a une vie sur Odyssée aussi. Maintenant, il faut y aller massivement, mais je pense que c'est quand même très grave ce qui se passe. On va passer à la dernière partie de cette émission. On va parler de l'impact de ce conflit sur la présidentielle. Et pour bien se mettre dans le bain de ce que va être l'impact ou ce que pourra être l'impact de la guerre sur la présidentielle française, je vous propose d'écouter notre ami Christophe Barbier. Est-ce qu'on change de président ? Est-ce qu'on change de chef des armées dans un moment de telle tension ? Est-ce que cette élection, ce reste de campagne ne vont pas être escamotés ? C'est un problème. Et remplacé par une forme de reconduction du président actuel au nom d'une stabilité nécessaire face à ces tourments du monde. Est-ce qu'on doit faire l'impasse sur cette échéance 2022 en reportant à plus tard nos affrontements politiques démocratiques et en faisant preuve d'une sorte d'union nationale qui annulerait cette élection ? Il est très bon, Monsieur Barbier. Il a résumé en quelques mots la problématique. Hein. La focalisation médiatique sur la guerre permet de passer sous silence tous les autres sujets politiques qui sont passés à la trappe. Il n'y a pas que le Covid, il y a aussi le bilan, l'affaire Alstom, le etc. grand remplacement. Tous les sujets qui fâchent disparaissent, l'insécurité. Et puis derrière, on voit bien le discours, l'union nationale. Donnons les pleins pouvoirs à Macron. Oui. Puis d'ailleurs, les élections, ça ne sert à rien, parce que ça va être une perturbation du commandement militaire. Je ne résiste pas. Je présente la une de présent, qui est assez drôle. C'était le présent du 26 février, Manu Militari. C'est énorme. Ils ont généralement de bonnes unes. Le président avec son casque militaire. Mais quand même, on note sur l'intervention d'Elisabeth Lemoine, la présentatrice, quand il déroule son raisonnement totalement lunaire, elle tente quelque chose. C'est un problème quand même. Oui, c'est un petit problème légèrement ce qu'il propose. Oui, mais ça tombe bien. Alors, je veux dire, si le président Macron se représente, ce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission. Il y a un peu de doute quand même. Oui, mais enfin, on ne le sait toujours pas. On voit bien que ça va permettre de ne pas faire de débat, de ne pas faire de réunions politiques, etc. Enfin, ça a déjà commencé, de fait. Hein. Donc, c'est une opération... je pense à quelqu'un, c'est Tocqueville. Tocqueville écrivait « Les démocraties ne résolvent guère les questions du dehors que par les raisons du dedans ». Donc là, en clair, c'est ça. C'est-à-dire que la guerre est utilisée aussi à des fins de politique intérieure pour faire réélire Emmanuel Macron. C'est ce que notent les médias. Et en particulier pour cacher, entre autres, son bilan catastrophique. Je rappelle quand même que les médias nous ont vanté l'action diplomatique du président de la République qui devait parvenir à la paix. Moi qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas marché puisque c'est la guerre. C'est clair. Très bien.
Ouais, mais ils gèrent quand même bien les choses, a priori, toujours, selon les médias. Oui. Alors, on a donc les médias qui s'interrogent. La guerre en Ukraine bouleverse la campagne. Et surtout, quel impact pour les candidats pro-russes, note le journal du dimanche. Oui, alors le dernier étage de la fusée, c'est que ça permet d'essayer de diaboliser encore les opposants, car on parle d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui est mis en accusation. Donc, comme le hasard fait bien les choses, ça permet de diaboliser encore un peu plus les adversaires, ce sont des soutiens de Poutine. Ouais, oh là là, quelle horreur. Des pro-Poutine, des pro-russes. Ouais. Ce sont des pro-russes. Donc, avant, on disait c'est des gens d'extrême droite, c'est des racistes. Maintenant, on dit c'est des pro-russes. C'est encore pire maintenant. C'est une accusation encore pire. C'est complètement dingue, parce qu'en plus, je pense à Éric Zemmour, qui, par exemple, a totalement condamné de manière extrêmement ferme l'opération russe. Donc c'est absurde de le dire. Mais rappelez-vous, c'est aussi un candidat qui a évoqué la question de l'adhésion de la France à l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Ouais. Et donc là, c'est le sujet tabou aujourd'hui. Il ne faut surtout pas dire ça, sinon vous êtes considéré comme pro-russe. Ouais. Non mais c'est intéressant de voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez un dernier mot ou pas sur ces questions-là, ou est-ce qu'on passe à la fin de l'émission, parce qu'on est déjà un petit peu en retard? Je vous propose que pour clore cette émission, on va essayer de changer de sujet, un petit peu de légèreté, parce qu'on a quand même vu des choses un peu dures, et on parle d'un sujet qui est douloureux, même si on essaye toujours à immédiat d'être de bonne humeur sur ce genre de choses. Sur la fin, on va regarder une vidéo marrante et on va parler d'un sujet un petit peu marrant. On va parler de la présidentielle, comme quoi on ne sait pas sans lien avec le sujet précédent, avec cette enquête de Libé qui a fait un grand bruit. Adhérents morts, fictifs ou fantoches, Pécresse victorieuse d'une élection bidon, avec Libé qui a relevé plusieurs irrégularités, c'est le moins qu'on puisse dire, avec notamment un chien qui aurait voté, le chien Douglas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, ça illustre le fait que, hélas, les primaires internes au parti ou transpartis sont toujours organisées dans des conditions qui peuvent être contestables. À l'ukrainienne ou à la russe, quoi, un petit peu. Oui, enfin bon, donc ça c'est un premier point. Mais alors, ce qui est amusant, c'est pour ça qu'on le présente un peu en termes de sourire à la finale, même si, encore une fois, les événements sont plutôt tragiques pour l'Europe. C'est que certains internautes se sont précipités pour détourner l'information. Et le pauvre chien, le chien Douglas, est devenu le symbole... C'est une star, il a un compte Twitter. C'est devenu le symbole du meeting de Valérie Pécresse au Zénith du 12 février. Je propose qu'on regarde la vidéo, on se retrouve juste après pour la conclusion. Vous allez voir, meeting et fait son... Valérie Pécresse a fait son meeting devant son plus fidèle public. Nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué. Merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo à elle. Voilà, on se quitte sur ces images amusantes, en essayant d'apporter un peu de gaieté dans ces moments tragiques, à la fois pour ceux qui sont sur le terrain, et voilà, c'est facile quand on est sur un plateau de commenter, donc on a forcément... un peu de retenue sur tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain et qui se battent, quel que soit leur camp par ailleurs. Et puis, Michel, nous, on va finir cette émission là-dessus. On se retrouvera peut-être une autre fois, j'en sais rien, peut-être au gré des indisponibilités de chacun. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Plaisir partagé. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu également. Et puis, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à diffuser l'émission au maximum autour de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt sur TV Liberté peut-être, sur Sunrise sans doute. En tout cas, à la prochaine.